Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire entrepreneuriat, bilan et perspectives. Donc, nous allons pouvoir échanger sur une thématique qui connaît aujourd'hui une actualité intéressante et importante, puisque nous allons fêter prochainement les 10 ans des pépites, qui sont un dispositif qui ont contribué à favoriser la dynamique entrepreneuriale et en particulier des plus jeunes. Alors, pour échanger sur cette thématique, nous allons avoir, on va dire, des intervenants qui ont des profils différents et complémentaires. Evan Adoni est fondateur de Dipsy, a eu l'occasion d'être accompagné et de bénéficier de l'accompagnement du Pépite de l'Université de Côte d'Azur. Nous accueillerons également Alain Asquin, qui est coordonnateur national du plan Esprit d'entreprendre, et qui coordonne les actions qui sont menées autour de l'entrepreneuriat étudiant aujourd'hui dans le contexte français. Nous accueillerons également Rani Jandang, qui est vice-présidente entrepreneuriat de l'Université Côte d'Azur et qui pilote un certain nombre d'actions d'accompagnement au sein de son université. Stéphane Folliard partagera également son expertise en tant que vice-président entrepreneuriat de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Et enfin, nous aurons le point de vue de Naila Temri, qui est responsable au sein de BPI, des partenariats pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est bien évidemment de pouvoir établir un bilan de la situation entrepreneuriale des jeunes et des étudiants, mais surtout de pouvoir engager un débat, on va dire, prospectif et pouvoir aboutir à des propositions. Alors simplement peut-être des éléments de contexte pour lancer le débat. Ce qu'on note, c'est une évolution qui est très favorable en termes d'engagement entrepreneurial des plus jeunes. L'INSEE mesure et apprécie l'âge des créateurs, et on voit que sur 10 ans, nous sommes, pour faire simple, passés de 3 entrepreneurs à 4 entrepreneurs sur 10 qui ont moins de 30 ans. Donc on peut se dire finalement que les dispositifs, les actions qui ont été mises en œuvre ont eu un impact et ont finalement libéré l'énergie entrepreneuriale des plus jeunes. On observe également que l'intention entrepreneuriale progresse au sein de l'ensemble de la population. Donc, le Global Entrepreneurship Monitor mène un observatoire qui nous permet de mesurer l'activité entrepreneuriale, et on voit une distinction en fonction de l'âge. Les 18-24 ans se distinguent du reste de la population avec un niveau d'intention qui est plus fort. Et on peut noter que sur la tranche 25-34 ans, ce taux est même encore plus élevé puisqu'il est de 28%. Autre chiffre intéressant, c'est finalement l'impact des pépites. On aura l'occasion de revenir sur cet acronyme et sur le rôle que joue cette structure. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les 3/4 des étudiants qui ont été interrogés dans le cadre d'une étude menée au sein de l'ensemble des pépites ont exprimé un fort niveau de satisfaction. Et on voit même un niveau de confiance qui est de 85%. Donc un lien très fort qui se noue entre ces structures et les étudiants entrepreneurs. Alors, nous avons essayé, dans le cadre de cette étude, de mieux apprécier cette légitimité que nous avons étudiée autour de 3 dimensions et qui nous permettent de dresser finalement un bilan et de formuler des propositions. Ce qui ressort, c'est que globalement, les pépites bénéficient aux yeux des étudiants entrepreneurs d'un fort niveau de légitimité. Si on analyse plus finement autour des dimensions, on voit, et les étudiants mettent en évidence et en lumière la capacité que les pépites ont eu à s'ancrer dans leurs écosystèmes et à créer des liens forts avec une diversité d'acteurs, ce qui favorise aussi le succès des projets, bien évidemment. On note
peut-être deux points d'amélioration hein, sur peut-être le mode d'organisation de ces structures. Ce qui est souligné dans les points d'amélioration, c'est le renforcement de l'identité entrepreneuriale. Donc, ça peut interroger sur les dispositifs d'accompagnement et sur les personnes aujourd'hui qui accompagnent. Et l'autre dimension qui ressort, c'est peut-être des attentes exprimées notamment sur la poursuite d'opportunités et sur l'accès aux ressources. Donc, on a un bilan qui est positif et bien évidemment hein, des points de discussion et qui amènent à lancer hein, le débat. Donc, j'ai rappelé ici hein, quels étaient les objectifs de ce webinaire. Donc, on va démarrer par un bilan rapide. On va essayer de dresser un peu le panorama, la trajectoire hein, d'évolution de l'écosystème de l'éducation entrepreneuriale hein, sur ces 10 dernières années. Et ensuite, on va mettre en évidence, on va dire, hein, les points marquants de la situation de l'activité entrepreneuriale étudiante aujourd'hui, notamment autour de la question des profils et des projets. Nous traiterons aussi de la question des dispositifs d'accompagnement, comment ces dispositifs doivent-ils évoluer. On pourra s'interroger aussi sur la question de la performance et de l'impact, comment mesurer aujourd'hui la performance hein, de ces actions. Donc, pour lancer le débat, hein, je vais tout de suite hein, donner la parole peut-être à Naïla Tabli pour revenir un peu sur ce qu'ont été les temps forts. Hein. Donc, je rappelle que au sein de BPI, il y a une action hein, structurante hein, qui sont les journées de l'Observatoire hein, des pratiques pédagogiques entrepreneuriales hein, qui permettent de réunir hein, notamment les acteurs de l'accompagnement dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, à travers hein, ce dispositif, c'est aussi un moyen de percevoir hein, les évolutions, les transformations. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement, Leïla, de ces 10 dernières années? Alors, ton micro est coupé. Voilà, excusez-moi, donc je remets mon micro. Donc voilà, je voulais dire juste que effectivement, comme tu l'as rappelé, Karim, BPI France a repris des missions de l'Agence France Entrepreneur, qui était anciennement l'Agence pour la création d'entreprises, dont je faisais partie. Et il y a eu quand même pas mal de faits marquants, au-delà effectivement de l'observation qu'on peut opérer dans le cadre des journées des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat, qui ont plusieurs années, hein, une vingtaine d'années aujourd'hui. Moi, j'ai été témoin aussi de faits marquants qui ont été assez structurants, au-delà bien sûr du lancement des pôles entrepreneuriat étudiant, qui est même au-delà de 10 ans, des assises peut-être de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important, puisqu'en 2013, effectivement, il y a eu ces assises qui ont été lancées par le gouvernement. C'était assez inédit, hein, puisqu'en fait, on réunissait l'ensemble des acteurs, hein. C'était la première fois finalement qu'on réunissait l'ensemble des acteurs, à la fois du secondaire, du supérieur, des réseaux associatifs qui accompagnent notamment les jeunes. Et il y avait plusieurs groupes de travail, notamment celui sur développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Et effectivement, on a quand même pas mal débattu, et il y a eu pas mal de livrables qui en sont sortis hein, de ces assises et de ces travaux, puisque à l'époque, on débattait notamment sur l'aspect étudiant, entrepreneuriat étudiant. On a pas mal débattu de l'aménagement des cours, par exemple, pour permettre finalement à ces étudiants de pouvoir expérimenter leurs projets en parallèle de leurs études, ce qui n'était pas le cas. En 2013, en tout cas, au moment des assises, ce n'était pas le cas. On a beaucoup parlé aussi du stage de l'étudiant qui ne pouvait pas encore finalement faire dans le cadre de son projet étudiant. Et puis, un des livrables quand même qui est sorti des assises, c'est le fameux statut national étudiant-entrepreneur, hein, qui a quand même permis d'avoir une offre, un parcours d'accompagnement pour ces étudiants créateurs d'entreprises. Et je pense que ça, c'est un des éléments marquants. Et pour reprendre, parler aussi des chiffres de la création d'entreprise, il y a eu des dispositifs et
des politiques publiques qui ont aussi boosté la création d'entreprises en France et notamment chez les étudiants, parce que si on regarde le profil type du jeune de moins de 30 ans en France, il est quand même, il est diplômé de l'enseignement supérieur. Donc, il a entre 2009 au lancement de l'auto-entreprise et 2020, on a constaté un doublement du chiffre de la création d'entreprise par les jeunes de moins de 30 ans, ce qui n'est pas le cas forcément. Enfin, la dynamique est très forte finalement chez les jeunes par rapport à leurs aînés. Donc ça, c'était ce que je voulais aussi rappeler. Et puis, il y a eu pas mal de choses comme la loi d'initiative économique, de la sécurité sociale, etc., qui ont aussi boosté la création d'entreprises. Et l'indice entrepreneurial français qu'a lancé BPI France, donc le dernier en date, c'était 2021, où on a fait un focus jeune. Et là, on se rend compte que, alors nous, sur le GEM, c'est jusqu'à 24 ans. Nous, je parle des jeunes de moins de 30 ans, parce que le spectre est un peu plus large. Mais effectivement, les jeunes participent très fortement, ça c'est une caractéristique très forte, à la dynamique et à la chaîne entrepreneuriale. Donc c'est 51% de participation de ces jeunes à cette dynamique entrepreneuriale, donc c'est assez fort. Mhm. Et effectivement, donc on a vu à partir de la création, bien sûr, des pôles, des assises et de ce statut, la structuration de l'entrepreneuriat étudiant dans les universités. Et ça a vraiment permis de mieux accompagner finalement cette dynamique. D'accord, merci Leïla. Donc on voit, hein, une trajectoire, hein, très, très favorable avec quelques temps forts. Donc, Alain Asquin, tu as repris finalement, hein, le pilotage en 2019 de ce dispositif. Donc, ça fait finalement, on est un peu à mi-parcours, hein, sur ces 10 années. Finalement, entre 2019-2024, finalement, qu'est-ce que tu retiens comme élément saillant? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui était regardé au départ un peu comme une originalité ou comment dire, comme une singularité de l'entrepreneuriat étudiant, des jeunes, est devenu une forme de norme. C'est-à-dire qu'on s'attend, enfin, c'est plus un regard sympathique sur un jeune qui entreprend, mais beaucoup aujourd'hui s'attendent à voir chez un entrepreneur quelqu'un de plutôt jeune qui vient percuter, transformer et souvent, on le verra peut-être tout à l'heure aussi, mettre en action ses convictions et essayer de faire bouger les choses. Donc ça, c'est un élément de transformation majeur et il nous était notre responsabilité dans l'enseignement supérieur de donner les moyens aux jeunes, notamment aux étudiants, de pouvoir porter ces projets. Donc, Leïla l'a rappelé, hein, c'est un parcours qui a été jalonné, hein, d'initiatives variées. 2019, c'est un plan Esprit d'entreprendre qui a eu deux intentions. D'abord, être beaucoup plus ouvert et inclusif à toutes les formes d'entrepreneuriat. Et c'est là vraiment, parce qu'on a accompagné cette attente des jeunes, d'accompagner les formes d'entrepreneuriat plus associatifs, engagés sur la transition écologique, voilà, aussi beaucoup plus personnel, moins standardisé en fait, d'une certaine manière. Et puis, la demande du ministère est également d'accompagner les pôles, le réseau des pépites, à davantage de structuration, de professionnalisation et même aller vers jusqu'à un label qualité qui existe aujourd'hui, qui a permis de monter, de muscler en fait cette offre, hein, d'accompagnement. Tu évoquais tout à l'heure à la fois des éléments de satisfecit sur la qualité, l'accompagnement et le regard des étudiants, mais aussi les axes de progrès. On est conscient que évidemment tout n'est pas parfait, mais on invente un nouveau métier en fait dans l'enseignement supérieur, donc c'est pas la moindre des choses. 10 ans, c'est finalement assez peu. C'est aussi des fonctions nouvelles dans lesquelles les gens passent aussi à travers l'enseignement supérieur et puis ensuite vont essaimer dans différentes structures d'accompagnement. Donc, on est ravis d'avoir des relais absolument incroyables partout dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut former chaque fois des nouveaux collaborateurs. Et donc, aujourd'hui, quelques chiffres sans vous assommer, mais quand on parle un peu de points d'étape, on peut avoir à l'esprit, par exemple, que 30% des étudiants ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat. C'est à la fois nos estimations au niveau de l'enseignement supérieur, mais c'est corroboré notamment par un sondage qui a été commandé par l'ADI, ce qui veut dire, bon, on a quand même plus de 70% des étudiants qui n'ont pas été sensibilisés spécifiquement à l'entrepreneuriat, mais c'est quand même un joli potentiel de jeunes qu'on peut aussi faire mûrir ou en tout cas rendre plausible l'idée que l'entrepreneuriat est un moyen, non pas une fin, mais un moyen de servir des projets. Ça, c'est un point fondamental. Si on parle des pépites, qui est un des outils majeurs pour la politique de l'entrepreneuriat étudiant, aujourd'hui, c'est en 2022-2023, on a 33 pépites.
c'est 224 ETP, à la fois des collaborateurs propres au pôle, mais également c'est les ETP en soutien de ces pôles par la communication, l'administratif, etc. Donc, c'est quand même une masse de collaborateurs qui est important. C'est 676 référents entrepreneuriat, ce sont des collègues qui sont dans les établissements et qui sont les acteurs de la politique entrepreneuriale, mais qui sont les garants aussi que l'initiative entrepreneuriale ne se fait pas au détriment du parcours d'études, par exemple, ce qui peut être une inquiétude, par exemple, des parents qui peuvent parfois brider un peu l'intention de leurs enfants d'aller vers de l'entrepreneuriat. Et c'est pour l'accompagnement un vivier de 2000 mentors référencés dans un outil qu'on a qui s'appelle Pépite Easy, qui est un outil unique qui sert à l'ensemble des pôles pour l'accompagnement des étudiants entrepreneurs. On a 2000 mentors référencés, donc ce qui veut dire que c'est une communauté qui est très importante, qu'il faut animer, et c'est aussi le rôle des pépites l'enseignement supérieur. Et c'est peut-être ça aussi un des changements majeurs depuis ces dernières années, c'est la très forte intégration que tu as mentionnée tout à l'heure dans l'écosystème, qui fait que les pépites maintenant sont reconnus, connus, ils sont des acteurs voilà, légitimes dans leur action. C'est globalement le sens du travail que vous avez mené. Pour aller à l'essentiel sur les quelques clés, le nombre d'étudiants entrepreneurs accompagnés par an, c'est 5612 l'année dernière. Alors cette année, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on peut encore en avoir quelques-uns qui arrivent en ce moment. C'est 34 000 en 9 ans. Donc on va faire voilà, l'échelle que globalement, on en aura à peu près 6 000 de plus, 40 000 en 10 ans. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de projets, beaucoup de jeunes qu'on accompagne. 5600, c'est énorme, mais en même temps, c'est finalement assez modeste au regard du nombre d'étudiants qu'il y a dans l'enseignement supérieur. D'abord, ça veut dire que le statut ne couvre pas tous les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent sans recourir au statut parce qu'ils n'ont pas forcément vu le besoin. Donc, il faut aussi qu'on puisse les concerner si tant est que ce soit utile pour eux. En tout cas, c'est une communauté qu'on veut élargir. On n'a pas vocation entre guillemets, vendre le statut à tous les jeunes. Hein. Évidemment, ce n'est pas l'intention, mais on pense qu'on a une belle marge de progression quand même pour amener davantage de jeunes à adopter cette solution qui peut les aider et faciliter la vie d'étudiants entrepreneurs. Pour ce qui est un sujet souvent qui est interrogé, qui est le nombre de créations, puisque qui dit entrepreneuriat, tout le monde, enfin, beaucoup de gens pensent à la création. Alors évidemment, on n'a pas cette conception d'entrepreneuriat qui est une création de valeur nouvelle qui peut être par la création d'activités, mais intrapreneuriale également. Ça peut être au sein d'une entreprise, d'une PME, qu'on crée des projets innovants et entrepreneuriaux. Ça peut être la création d'activités d'entreprises ou d'associations. Mais en fait, dans notre démarche, on va surtout créer de nous des compétences auprès des jeunes, ces compétences qu'ils vont développer. D'ailleurs, on a établi un référentiel de compétences sur la base d'Entrecompte, qui est le référentiel européen. Et ça aussi, c'est un marqueur de l'évolution de ces dernières années. On a un référentiel et donc on a un certificat de compétences qui est inscrit au répertoire spécifique du RNCP, donc qui permet de donner un certificat professionnel. Donc, c'est un élément de reconnaissance même de la compétence de ces jeunes. Certains nombres d'entre eux ne créeront pas. Hein. Simplement, on veut qu'ils puissent attester des compétences qu'ils ont eues auprès d'un employeur. Et c'est souvent recherché, on sait, au-delà d'une compétence technique, métier, cette compétence entrepreneuriale est importante en termes d'employabilité. C'est notre mission dans l'enseignement supérieur de travailler aussi cette employabilité. Mais si on parle de création, puisque j'ai fait l'introduction sur la création, si on parle de création, aujourd'hui, on a fait une enquête par le groupe de recherche qui est associé au réseau des pépites. On est en redressé, parce qu'on sait très bien que les gens qui nous répondent souvent sont les plus enthousiastes, et donc on redresse quand même avec, voilà, en épanachant de ceux qui auraient été non pas créateurs. On a 21% de création d'entreprises dans le moment où ils sont aux pépites, l'année d'après. C'est-à-dire que sur 3 ans, c'est-à-dire la promotion en cours, l'année qui vient de sortir et l'année suivante, on a 21% de création. Ça fait quand même 1200 créateurs d'entreprises par an. Ça fait, comme il y a 2,4 emplois en moyenne par création, près de 3000 créations d'emplois. Et on est assez myope, c'est-à-dire qu'on ne voit que les jeunes qui sont en train de sortir de Pépite. Or, Pépite est souvent un réseau de détection et d'émergence, de qualification des projets, parfois de première création, mais souvent la création peut se faire un peu en dilaté, un peu après, jusqu'aux 30 ans, qui est une année, un âge assez pertinent pour regarder la création des jeunes. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous donner aussi une idée dans l'évolution de ce statut, parce qu'on parle du statut comme une innovation française, et on peut en être fier, parce qu'on a toujours un regard, parfois, voilà,
on a le sentiment qu'on est moins innovant dans ces domaines entrepreneuriaux en France. Je ne le crois pas. Sachez qu'aujourd'hui, le statut national d'étudiant entrepreneur inspiré du schéma français, je dis inspiré, hein, alors qu'on a travaillé avec notamment l'AEF à accompagner sa diffusion à l'international, l'Agence universitaire pour la francophonie. Il est d'abord en Belgique, c'était une initiative de la Belgique de s'inspirer de ce statut, mais également on a accompagné le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Liban, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, qui tous ont maintenant un statut national d'étudiant entrepreneur et des pôles, et bientôt le Bénin, l'Haïti et Maurice. Ce qui veut dire que cette idée d'aider des jeunes étudiants à préparer un projet entrepreneurial pendant leurs études de manière accompagnée, sécurisée, avec un tropisme sur les compétences, est une idée forte qui est en train de se propager. Et je trouve intéressant qu'on puisse connecter à l'avenir tous ces réseaux entre eux pour continuer de travailler sur cette idée assez intéressante et noble d'accompagner les compétences par l'action de projet. Très bien, merci Alain, et bravo à ce collectif hein, qui a effectivement, hein, sur 10 ans, été une source hein, d'inspiration, et on le voit de façon quelque part objective hein, à travers des données telles que celles de l'INSEE, les chiffres qu'a rappelé aussi Neila. Il y a quand même une lame de fond, une transformation quasiment sociétale, et qui amène à de nouveaux porteurs de projets, de nouvelles histoires qui émergent. Et on souhaitait, hein, dans ce webinaire, pouvoir avoir un témoignage d'entrepreneurs étudiants. Donc, Evan, comment justement hein, vous avez vécu, alors là, on l'a vu de façon un peu institutionnelle, vous l'avez vécu, on va dire, au quotidien, par de l'interaction avec un pépite en particulier. Finalement, qu'est-ce que vous retenez hein, de cette expérience? Et peut-être que vous pouvez revenir aussi hein, sur votre projet et sur ses caractéristiques. Oui, tout à fait. Donc déjà, pour me présenter très rapidement, avant de parler vraiment du pépite, pour donner un peu plus de contexte, donc moi, je m'appelle Evan et j'ai fondé une startup qui s'appelle Dipsy. Oui. À la base, je suis issu d'une formation en psychologie. J'ai également étudié l'économie. Donc c'est vrai, on a vraiment aussi cette diversité dans le pépite où on a des domaines un peu divers et variés. Donc moi, c'est notamment mon attrait pour la psychologie qui a fait que j'ai développé ce projet. Euh, donc en fait, à la suite de mes études, j'avais déjà rejoint le Pépite pendant au niveau du master, et en fait, j'ai vraiment pu travailler sur ce projet-là un peu plus en détail l'année où j'ai été, après avoir été diplômé, où j'ai notamment passé le diplôme étudiant entrepreneur à l'Université Côte d'Azur. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pu me mettre à 100% sur ce projet-là, et j'ai été accompagné de base en étant avec ce statut étudiant-entrepreneur d'une part, et en plus de façon un peu plus renforcée, on va dire, grâce au diplôme étudiant-entrepreneur. Et, euh, et donc, en fait, l'apport que ça a eu, finalement, il y a plusieurs apports. Déjà, le fait d'être dans un écosystème avec d'autres entrepreneurs, simplement même, pas forcément des entrepreneurs, des personnes qui ont l'idée en fait. C'est-à-dire, parfois on voit des étudiants qui viennent toquer à Pépite, qui se disent j'ai simplement une idée, est-ce que je peux vraiment venir? Et bah oui, je pense que généralement on leur ouvre la porte en leur disant bah c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça a commencé pour moi aussi. Donc c'est à ce moment-là aussi d'être dans un écosystème où on a des entrepreneurs, des personnes qui ont juste l'idée, et d'autres qui sont vraiment très avancés, qui ont parfois déjà déposé les statuts, qui ont déjà fait du chiffre d'affaires, par exemple. Et le fait d'être dans cet écosystème-là, ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer parfois plus rapidement. On peut échanger avec ces personnes-là sur des questions juridiques, sur des questions de recrutement, etc. Et donc, c'est vraiment le fait d'être confronté d'une part à ces personnes-là qui peut nous faire avancer assez rapidement. La deuxième partie qui est un peu plus évidente, je dirais, c'est justement le fait d'être accompagné concrètement, puisque on a une part donc sur la partie D2E, diplôme études entrepreneur, on a tous les modules de formation, que ce soit sur la partie juridique, la partie recherche de financement, la partie commerciale, marketing. Donc en fait, on a vraiment une vue très holistique sur comment devenir un entrepreneur avec un profil un peu couteau suisse, passer par un peu tout. Et c'est avec ces modules-là et aussi
l'accès à des professionnels, on a l'accès à des avocats, à des juristes, à des responsables marketing, par exemple, qui nous aident, qui nous accompagnent en one-to-one, parfois aussi, avec des coachs, sur comment est-ce que je peux passer à la vitesse supérieure avec mon projet. Donc ça, vraiment, mis de bout à bout, moi, ça m'a permis personnellement, en tout cas, euh, d'aller beaucoup plus vite, de structurer mon projet, de commencer à aussi, même avant de vendre un produit, de vendre le projet ailleurs, d'obtenir des financements, puisqu'on m'a orienté vers certaines sources de financement. Et en fait, de fil en aiguille, c'est un peu en quelque sorte, l'histoire de mon entreprise aujourd'hui a commencé à Pépite, en fait, à l'université. Et, c'est pour ça aussi que bah, aujourd'hui, je suis aussi très reconnaissant d'avoir eu ce coup de pouce, on a pu obtenir notamment des financements, commencer à recruter, développer notre produit, notre R&D. Et on a d'autant plus eu on va dire, de soutien de l'université que mon projet, personnellement, a une forte attache avec le monde de la recherche, Oui. puisque sans rentrer trop dans les détails sur mon projet, mais en gros, nous, ce qu'on développe, ce sont des tests psychologiques, donc des tests de personnalité, par exemple, Mhm. basés sur des travaux de recherche. Donc, en fait, d'emblée, nous, ce qu'on a voulu et ce qu'il nous fallait, c'est établir une collaboration avec le laboratoire de recherche de psychologie à l'Université Côte d'Azur. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est là où on en est. En fait, on a signé un contrat Mhm. avec l'Université Côte d'Azur et avec le laboratoire pour mettre en place des travaux de recherche, justement, avec des fonds qu'on a reçus, des subventions. Et finalement, on a même pu recruter une personne à l'Université Côte d'Azur pour faire, on va dire, cette partie recherche et développement. Et ben, vraiment qu'ils puissent aussi sortir des bénéfices, finalement, même pour l'université en soi, c'est-à-dire sortir des publications, des papiers de recherche qui soient à l'initiative à la fois de DeepSea, mon entreprise, mais aussi de l'université. Donc voilà, c'est vraiment une belle synergie aussi qui s'est développée avec vraiment ce point de départ à Pépite. Ouais. Euh, Alain Asquin a évoqué le rôle des mentors. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi impliqué quelque part dans l'accompagnement ou le soutien de projets au sein de Pépite? Je dirais que c'est vraiment trop tôt pour le moment parce que je me sens toujours vraiment euh, presque encore étudiant en soi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver in fine. Euh, l'un des, euh, L'Université Côte d'Azur en soi, je pense qu'ils ont fait un travail assez exceptionnel sur aussi la mise en relation des étudiants entrepreneurs. C'est une chose très importante, puisque moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez actif dans ce réseau Pépite, et c'est vrai que bah, certains chargés, je ne sais pas si on peut les appeler chargés d'affaires, mais ils savent mettre en relation en fait les étudiants entrepreneurs. Donc moi, souvent, certains étudiants sont mis en relation avec moi pour les aider sur la partie recrutement, financement. Voilà, donc vu que c'est des sujets par lesquels je suis passé, en fait, j'aide de cette façon-là le réseau, Oui. une sorte de réseau peut-être alumni qui va se former d'ailleurs, Mhm. enfin qui se forme, ou en tout cas avec des réseaux et des conversations aussi par exemple sur WhatsApp. Oui. Et donc, de cette façon-là, oui, je peux aider. Après, j'ai pas la prétention de devenir coach encore tout de suite, mais c'est vrai que en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on peut s'entraider, ouais. D'accord. Merci, Evan. Si on poursuit la réflexion, Rani, justement, sur l'évolution des projets, l'évolution des profils, est-ce que tu as l'impression qu'on observe aujourd'hui des transformations et des évolutions significatives? Oui, alors pour prendre la suite, c'est vrai de ce que disait Evan, toi tu fais partir. Alors il y a vraiment, je trouve, une évolution hein, des attentes, des caractéristiques aussi des projets qui émergent. Et bon, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en mettre trois en lumière. À la suite de ce que disait Evan, déjà, le fait, quelque chose d'assez nouveau, je trouve, dans l'accompagnement, c'est le rapport qu'entretiennent les étudiants entrepreneurs avec la recherche, parce que c'est un fait assez saillant et assez intéressant, puisque jusqu'à peut-être sûrement d'ailleurs le plan Esprit d'entreprendre, quand on parlait d'entrepreneuriat
et de recherche, c'était toujours les projets deep tech, c'est-à-dire les startups qui sont issues des résultats de la recherche et qu'on va valoriser via la création d'entreprises. Et là, c'est vrai que notre rôle, c'est la culturation, la sensibilisation. Et là, ce qui est vraiment intéressant et qui est assez nouveau, c'est qu'il y a une demande très forte des étudiants de pouvoir profiter de toute cette production de connaissances qui est réalisée au sein des universités, au sein des laboratoires. Oui. Et ils aimeraient en bénéficier. Et de notre point de vue aussi, d'accompagnateur au Centre Entrepreneuriat, à Pépite, PACA Est, notre constat, c'est aussi qu'on aimerait faire bénéficier les étudiants entrepreneurs de l'expertise et laboratoires de recherche et que les entrepreneurs ont des idées, des super idées très créatives et souvent, il leur manque une petite brique recherche qui pourrait élever le niveau de compétence de leur projet, vraiment élever la qualité finalement, même intrinsèque de leur projet et ajouter vraiment de la profondeur, de la valeur à leur projet. Donc, c'est vrai il y a vraiment cette connexion, je pense, aujourd'hui, qui est nouvelle, un peu à réaliser entre les briques scientifiques des labos vers vraiment les projets d'études entrepreneurs et pas toujours de se dire, les chercheurs, comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre, quoi. Voilà. Donc, il y a cette nouvelle attente, on va dire, des étudiants entrepreneurs. Après, pour faire écho un petit peu à ce que tu disais, Karim, mais aussi Alain et Néla, c'est vrai que on constate clairement qu'il y a une connexion beaucoup plus forte des étudiants avec l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment une meilleure connaissance de l'entrepreneuriat, des principes fondamentaux. Je pense que les étudiants sont beaucoup plus exposés aussi à l'entrepreneuriat et c'est une bonne chose. Mais ce qui est vraiment saillant, en tout cas, parmi voilà, on est cette année à peu près on est à 154 projets qu'on suit. Il y a la chose qui revient tout le temps, c'est vraiment l'idée que le projet entrepreneurial, les étudiants entrepreneurs, ils veulent se lancer plutôt, non pas seulement parce qu'ils se disent que ça va être un apport à la croissance économique, justement, ou à la création d'un emploi, mais plutôt une opportunité d'être acteur du changement, quoi. Ils disent à chaque fois, nous, on veut devenir acteur de notre de changement. Bon, quand il parle de changement, il parle clairement des transitions écologiques, énergétiques, le bienveillant en bonne santé, psychologie, nourrir l'humanité, faciliter la mobilité, l'épanouissement, etc. Mais aussi vraiment de leur acteurs de leur itinéraire professionnel. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi écho aux compétences transverses, parce qu'ils se disent qu'en se lançant dans le projet entrepreneurial, certes, ils vont peut-être être acteurs de changement, mais en plus, ils vont changer et devenir acteurs de leur propre avenir. Et, et donc, il y a des implications assez fortes, je trouve, sur l'accompagnement à deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'ils cherchent systématiquement à voir comment ils peuvent avoir un entrepreneuriat beaucoup plus engagé. Et ça, ils nous le demandent souvent. Est-ce qu'ils peuvent même avoir un diagnostic, des outils, une démarche qui permettrait à leur projet d'être plus à impact, en fait, à évaluer voilà, l'impact de leur projet sur les parties prenantes, sur les enjeux, aujourd'hui les grands challenges des transitions, comment est-ce que leur modèle d'affaires ils peuvent être un peu plus alternatifs, et quel impact ça a aussi sur la stratégie de développement de vouloir être un entrepreneuriat engagé. Et le deuxièmement, puisqu'ils veulent être acteurs de leur itinéraire professionnel, bah, c'est ces compétences transverses. Et c'est vrai que ça, c'est le troisième point, c'est qu'on voit qu'il y a là, l'évolution, c'est la diversité vraiment forte des projets, mais à plusieurs niveaux, parce que quand on parle diversité, c'est pas que le fait que, je ne sais pas s'il y avait plus de projets technologiques ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des projets en sciences sociales. Merci, Evan, d'être là, d'ailleurs. Et ça a des implications fortes. Alors, le fait que les typologies de porteurs de projets, on les connaît un petit peu mieux qu'avant, il me semble. Il y a vraiment une analyse beaucoup plus fine et les attentes aussi sont beaucoup plus fortes des étudiants entrepreneurs parce que ils vont pas attendre la même chose selon l'intensité technologique de leur projet, selon s'ils proviennent voilà, de licences
master, doctorat, enfin, la maturité de leur projet, leur stade d'avancement, etc. Mais surtout, ce qui est assez nouveau, c'est aussi la posture entrepreneuriale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend pas seulement en compte, je trouve, dans l'accompagnement, pas seulement l'avancée du projet, mais aussi le profil de l'entrepreneur étudiant. Ça, c'est non seulement, c'est vrai, quelque chose que nous, on essaie de développer, mais je pense que c'est aussi une attente des étudiants entrepreneurs de dire, nous, on veut aussi se lancer en entrepreneuriat pour comprendre comment profiter finalement des ressorts d'une attitude entrepreneuriale, vraiment, quoi, qu'est-ce qui va être un élément différenciant une fois qu'on va aller sur le monde professionnel. Et je pense que le plan Esprit d'entreprendre, quand on dit Esprit d'entreprendre, c'était vraiment ça, ça renvoie vraiment aux compétences transverses, ces soft skills du futur, on va dire, d'avenir. Et c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, ça a énormément d'implications, puisque il faut que ces compétences, quelque part, elles soient transférables, voilà, d'un emploi à l'autre, d'un secteur à l'autre, que aussi Alain parlait, voilà, de certificats de compétences, mais aujourd'hui c'est pas encore ça, je trouve c'est encore un petit peu une limite qu'on essaie de voir comment faire, mais quand ils participent par exemple à des hackathons, des créathons, des projets où ils enrichissent des projets justement deep tech avec leurs connaissances, etc. C'est pas encore comment dire, certifié, quoi, qu'ils ont acquis ces compétences qui vont pouvoir valoriser dans le monde professionnel auprès des employeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de voir comment est-ce on pourrait mieux valoriser ces connaissances acquises et les certifier quelque part auprès des employeurs. Donc, il y a aussi il y a donc cette partie vraiment compétences transverses, mais il y a aussi le fait qu'ils veulent un accompagnement beaucoup plus fin, je trouve, en termes de thématisation aussi. Donc, on est en train parfois de faire des programmes. Avant c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, c'est vrai que c'était plutôt un accompagnement plutôt générique. Aujourd'hui, il y a une thématisation des sous-programmes, il y a vraiment beaucoup de voies voilà, qu'on a besoin d'explorer, notamment par exemple dans les industries culturelles et créatives, où c'est assez spécifique, dans des entreprises qui veulent se lancer dans la santé. Et donc, il y a vraiment ces nouvelles attentes des étudiants entrepreneurs en termes aussi de spécificité, de thématisation voilà, de l'accompagnement. Bien, merci Rani. Ça nous permet de faire la transition avec la thématique suivante, qui est justement la question de l'accompagnement et de la transformation, hein, des méthodes, hein. Tu as évoqué un certain nombre de dispositifs. C'est vrai que le pitch a été à un moment donné un peu la partie visible, hein, de ces dispositifs. Qu'en est-il, Stéphane, justement de ces transformations, de ces évolutions en termes de pratiques, hein, de méthodes? Faut-il repenser, hein, justement ces techniques et ces approches? Merci Karim. Enfin, merci à tous déjà pour tous ces propos, en tout cas très, très stimulants. Alors, sur la partie de l'accompagnement, je vais peut-être le recadrer dans un champ un petit peu plus large qui inclut aussi l'éducation. Et puis, pour rebondir sur ce que vient de dire Rani, c'est vrai que on a aujourd'hui des étudiants entrepreneurs qui sont de plus en plus exigeants, ou en tout cas demandeurs, et ça correspond aussi à cette nouvelle génération qui vient entreprendre avec de nouvelles motivations, fortement axées sur les transitions, en particulier sur la transition écologique, mais également, ils viennent aussi avec une recherche de sens, Mhm. une volonté, c'est ce que tu disais, Rani, sur ce besoin d'indicateurs d'impact. Ils veulent avoir un impact à leur dimension, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir le résultat de leur travail. Et ils viennent aussi avec un engagement quand même qui est fort. En tout cas, l'étude qui a été menée sur les pépites montre un niveau d'engagement intense, si je reprends les termes utilisés par les étudiants. Et ce niveau d'engagement, on le retrouve dans des formes de création de valeur sous toutes leurs formes et dans tous les domaines. Et l'exemple d'Evan est parfait puisque d'habitude, enfin, la promotion de l'entrepreneuriat est très deep tech, alors qu'en fait, moi, je viens d'une université pluridisciplinaire et je la trouve aussi bien dans les SHS qu'en médecine que dans le réseau des IA, etc. Bref, on le retrouve partout. L'idée d'accompagnement maintenant, c'est comment on peut comment on peut aider cet engagement à le mettre en action avec quelque chose de particulier. Et c'est ce que disait Alain, c'est que nos étudiants aujourd'hui veulent faire bouger les choses. Ils veulent de l'action qui soit peut-être plus personnelle, moins standardisée.
Ce qui suppose finalement qu'on revoit non seulement nos méthodes éducatives, mais également la manière dont on va les accompagner pour faire un petit peu plus de sur-mesure. Alors ça, on pourrait engager aussi la discussion sur notre disponibilité d'accompagnement et sur les ressources humaines que les universités peuvent accorder. En attendant, voilà, on n'en est pas encore là. Sur ces volontés d'éducation et d'accompagnement, nos étudiants porteurs de projets à impact aujourd'hui souhaitent s'insérer dans des écosystèmes qui aujourd'hui sont toujours allez, dirigés, menés par des critères économiques et financiers. Et quand on veut proposer un projet qui a un impact social, sociétal, écologique, c'est pas toujours simple. Et on peut arriver sur des situations de tension avec des difficultés pour les étudiants à avancer dans leur projet et finalement dans la confrontation à l'écosystème, et ça c'est quelque chose de fort qu'on retrouve de plus en plus d'ailleurs dans les dispositifs d'éducation ou d'accompagnement où on s'est basé sur l'expérience ou la démarche expérientielle, l'étudiant finalement il a trois possibilités. Soit il va jouer le jeu et il va accepter les règles de l'écosystème, quitte à, voilà, à renier un peu sur sa volonté d'engagement. L'autre possibilité, c'est de sortir du jeu et d'aller voilà, sur des comportements, comment je pourrais dire, un peu moins collectifs. Et puis la dernière solution, et c'est celle qui suppose de nouveaux accompagnements, c'est de changer le jeu. Donc accompagner, comme disait Alain, c'est un nouveau métier euh, que moi j'intègre dans une dimension un peu plus large sur un continuum qui va de donner envie aux étudiants. Aujourd'hui, on a 30% d'étudiants sensibilisés. Ça veut dire qu'on a 70% qui ont encore des barrières, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient culturelles. Donc, il faut les informer, il faut lever ces barrières. Ensuite, à partir du moment où on a donné envie, eh bien, on va les accompagner vers de la créativité. Il faut aussi que ce soit leur idée. On ne va pas leur imposer de travailler sur des idées. Ça peut se faire dans des contenus pédagogiques, mais pas en tout cas si on veut développer l'esprit d'entreprendre de manière individuelle. Une fois que les idées commencent à émerger, ben, on va les accompagner sur la transformation en projet. Et là, on va utiliser tous les outils de gestion de projet qu'on connaît bien. Et puis derrière, ce projet, on va le transformer en entreprise. Et là, on va rentrer voilà, dans quelque chose de plus expérientiel, de plus immersif dans l'écosystème entrepreneurial, et ce qui suppose finalement une réflexion enfin une double réflexion. Mhm. Ce qu'on fait dans la classe ou dans l'incubateur, on le maîtrise. Aujourd'hui, il y a des travaux de recherche, il y a des modèles pédagogiques qui ont été développés, des modèles expérientiels, ça c'est connu. Par contre, ce qui se passe dans l'écosystème, ben, on le maîtrise pas, puisqu'on on n'est pas avec l'étudiant. Et quand l'étudiant retourne finalement auprès de l'accompagnateur ou auprès de l'enseignant, ben, c'est sa perception de ce qui s'est passé dehors. Donc c'est cette boucle, l'incubateur, enfin bref, l'espace d'accompagnement et l'écosystème vise d'abord à préparer l'action, ensuite à voir comment cette préparation d'action, on va pouvoir la transférer dans une projection d'action. Ensuite, on va aller dehors. Là, il y a la pratique authentique, authentique au sens où on va agir comme des entrepreneurs. Et puis derrière cette pratique, il va falloir l'analyser pour la généraliser, pour pouvoir monter un petit peu plus loin. Donc, ce qui se passe dans l'écosystème devient très important pour mieux accompagner les étudiants entrepreneurs. Il va falloir penser à quels sont les prérequis. Moi, j'ai en tête des étudiants qui revenaient en disant notre projet est nul mais en fait, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à le présenter. Ils n'arrivaient pas à le présenter, en tout cas en utilisant le vocabulaire ou la manière attendue par les professionnels de l'écosystème. Une fois que ces prérequis sont travaillés, un exemple, c'est la prise de rendez-vous téléphonique. Hein, ça paraît évident, mais écoutez, les premiers rendez-vous des étudiants entrepreneurs, voilà, vaut mieux les préparer. Et puis derrière, il y a la nature de cette interaction, ce qui se passe dehors. Et là, il y a des travaux qui sont très intéressants où on voit que ce qui se passe dehors, il y a deux niveaux finalement liés à l'accompagnement. C'est ce qui se passe quand les étudiants sont à plusieurs. Et là, il y a un vrai, il y a de l'apprentissage par les pairs, il y a de l'apprentissage vicariant, où il y a une dynamique collective qui est très très efficace. C'est ce que disait Evan, hein, là, quand on est entouré d'entrepreneurs ou d'étudiants entrepreneurs, ben, on se challenge, mais aussi on s'observe et on apprend en regardant les autres. Et puis il y a quelque chose qui ressort aussi des travaux de recherche, c'est que ce qui se passe dehors, c'est pas uniquement de la transaction. On n'est pas juste dans la version caricaturale de je vais dehors chercher des partenaires qui détiennent des ressources.
Mais les acteurs sont aujourd'hui particulièrement bienveillants, accueillants et développent une vraie relation de mentorat informel où ils vont servir de rôle modèle et ils vont transmettre des éléments très importants dans l'apprentissage pour devenir un entrepreneur. Et finalement, ces résultats d'apprentissage font aussi partie de ces nouvelles formes d'accompagnement. Il faut aussi qu'on les intègre. Donc, dans ces résultats, bien entendu, et ça a déjà été dit, on a de la création d'entreprises. Les chiffres aujourd'hui sont entre 20, 25, voire 30% suivant les territoires. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement qui fonctionnent, avec des projets qui soulignent aussi de l'innovation sous toutes ses formes, bien entendu de l'innovation technologique, de l'innovation commerciale, mais on trouve aussi de l'innovation sociale, de l'innovation d'usage. Et puis, ça a déjà été dit, mais un des critères de ces dispositifs montre une vraie satisfaction des étudiants. Et cette satisfaction passe aussi par leur perception de leur développement personnel. Et puis là, je vais glisser aussi sur finalement l'évaluation et la performance de notre accompagnement. Alors oui, ça passe par bien entendu la création d'entreprise, la création d'emplois, et puis ce sont des critères importants voilà, dans nos sociétés dans notre monde économique. Mais il y a aussi peut-être des éléments plus personnels. Alain parlait d'entre-compte. Oui, c'est très important d'aller sur ce développement des compétences. Maintenant, il y a quand même un peu de travail à faire pour rendre les choses très opérationnelles et puis peut-être identifier des compétences liées au projet. Et ces compétences de gestion de projet pourront également permettre aux étudiants une insertion professionnelle, puisque ces compétences sont aussi intéressantes aujourd'hui en entreprise, puisque voilà, que ce soit un comportement d'intrapreneur, mais également aujourd'hui le monde de l'entreprise n'est plus un monde stable et linéaire, et on est aussi dans de la résolution de problèmes complexes, et on est dans un comportement, une posture entrepreneuriale. Mais il y a également toute une dimension de compétences interpersonnelles très importante et qui passe par la capacité de l'étudiant à comprendre l'écosystème dans lequel il souhaite s'insérer et ensuite, une fois qu'il a bien compris la place des uns et des autres, de réussir à les convaincre. Euh, Autre élément important sur lequel des travaux pourraient être menés, c'est tout ce qui est la socialisation entrepreneuriale et essayer d'aller voir comment les actions et les interactions avec les écosystèmes permettent de développer un ensemble de connaissances tacites. Ça peut être par exemple le vocabulaire professionnel, mais c'est aussi des éléments culturels, des éléments propres au monde des affaires sur un territoire et qui vont amener l'étudiant à développer une attitude et une posture d'entrepreneur et non plus d'étudiant. Donc on va être étudiant-entrepreneur, on va passer à entrepreneur-étudiant et finir, finir, en tout cas continuer comme Evan en tant qu'entrepreneur. Donc ces résultats quantitatifs sur la création sont importants et indispensables, mais on a vraiment besoin d'aller plus loin sur des indicateurs. Et ça, c'est des travaux qui sont lancés dans différents réseaux, et en particulier le réseau des vice-présidents, pour aller regarder ce qui se passe sur le développement de la confiance en soi, sur le développement de la motivation, sur le développement de la capacité du passage à l'acte, bref, sur des choses finalement beaucoup plus personnelles. Oui. Puisque je viens de parler du réseau DVP, mais lors du dernier colloque, on a fait un peu comment je pourrais dire, un inventaire à l'après-vert des indicateurs qu'on pouvait avoir. Et le groupe de travail que je facilitais, on s'est arrêté à plus 60 indicateurs quantitatifs et il nous manquait vraiment du qualitatif et on n'avait pas grand-chose sur le développement personnel. Donc aujourd'hui, on est sur des étudiants qui nous questionnent et qui veulent de plus en plus de développement personnel. C'est important d'aller les aider à identifier les tenants et les aboutissants de leur démarche, mais également de les aider comment je pourrais dire, à la démarche post-expérience. C'est finalement les accompagner sur la verbalisation de ces compétences et qui vont les aider déjà à comprendre ce qu'ils ont fait, à avoir une démarche réflexive importante. Et puis, pour ceux qui ne vont pas créer, et tout le monde ne créera pas, d'être capable de valoriser cette expérience entrepreneuriale qu'ils auront pu avoir dans les universités et dans le cadre des pépites auprès d'un employeur ou auprès d'une équipe. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Après, sur les d'autres travaux qui pourraient être menés, et je vais conclure là-dessus, c'est en tout cas sur la performance des dispositifs dans les écosystèmes entrepreneuriaux. C'est ce que je viens d'évoquer qui correspond au niveau de l'entrepreneur lui-même, le niveau micro. C'est également de comprendre comment le dispositif Pépite a un impact sur nos territoires.
L'impact, il peut être économique, il peut être social, mais il est également culturel, c'est-à-dire que sur des territoires, le fait d'avoir davantage de jeunes, peut-être qui se posent moins de questions, qui osent davantage, il y a une autre image de l'entrepreneuriat qui est en train de rentrer, de se diffuser sur nos territoires. Et ça, c'est un élément important. Et puis le dernier élément, je l'ai déjà évoqué, c'est de continuer à travailler sur cette dimension interaction dans les écosystèmes pour essayer voilà, de les développer davantage, et en tout cas de mieux les comprendre. Très bien, merci hein, Stéphane. Donc on voit hein, que ces deux sujets, à la fois des méthodes d'accompagnement et de la mesure, hein, de la performance quelque part, hein, sont liés. Euh, et je vais donner la parole hein, peut-être hein, successivement à Alain et peut-être à Neila aussi, parce que vous avez un regard aussi, on va dire, avec une prise de hauteur hein, sur l'évolution de ces méthodes. Et justement, hein, quel regard hein, vous portez à travers les retours d'expérience hein, que vous avez pu avoir. Peut-être Alain? Ouais, voilà, écoute, la question fondamentale de l'attente sur le développement personnel, Stéphane a bien pointé. Je pense que les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est une expérience de vie qui est assez fondamentale pour eux, parce que et c'est une création souvent dans laquelle elle est très impliquante. C'est pas, allez, je vais essayer un business. C'est, j'ai l'audace de m'engager à agir sur, et donc je m'engage à titre, enfin, entièrement et à titre personnel. Ce qui veut dire que ce qu'on va vivre là, y compris les difficultés, les hauts et les bas qu'on connaît, les ascenseurs, voilà, il va falloir les accompagner. Or, comme l'évoquait Stéphane, c'est pour faire ça proprement et bien, c'est extrêmement chronophage. Et comme on évoquait tout à l'heure les volumétries qu'on peut absorber, il y a forcément une équation, une péréquation à trouver. Et donc, il va falloir qu'on se mette à la mesure de l'attente. Mais en même temps, c'est un investissement, il faut qu'on trouve des solutions. Ce qui est important, je ne vais pas être trop long, mais un, c'est de penser global, c'est-à-dire se dire notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Rani, il y a de plus en plus d'attentes d'accompagnement spécifique à une thématique. C'est-à-dire, nous, on peut travailler sur le socle et sur notre bonne connaissance en fait, de qui ils sont, c'est-à-dire des jeunes, des étudiants en train de se transformer, en train de se former à travers. Ça, on connaît bien, on s'est bien accompagné. Mais parfois, sur des thématiques plus pointues, sur le domaine de la santé, ou etc., les jeunes chercheurs ou l'industrie culturelle et créative, on a d'autres réseaux qui savent accompagner et dans lesquels on peut s'entendre, notamment sur la partie transition écologique ou impact. On travaille bien avec Enactus, on travaille avec pas mal de réseaux. Il faut qu'on développe ensemble ces articulations parce qu'il faut qu'on utilise les ressources. La crainte qu'on pourrait avoir, c'est avec la reconnaissance de la pertinence de ces jeunes créateurs. Il y a beaucoup de réseaux qui souhaitent les accompagner. Moi, la vigilance que je pourrais donner, c'est attention à ce que les projets, enfin, ou les approches par concours, faisant que toujours les mêmes projets sont valorisés, mais on suraccompagne certains, on oublie d'autres, il y a une espèce de confusion. Donc le fait qu'on a participé tous ensemble à CapCréa, qui a été mis en place par BPI France, en gros, ça montre aussi que le réseau des pépites est reconnu comme l'un des réseaux d'accompagnement nationaux majeurs. Et donc, on se parle directement entre nous, on est en train de travailler à structurer les process d'accompagnement conjoints. Donc, c'est aussi un point en termes de stratégie, en termes de politique, c'est-à-dire vraiment faire ce travail de coopération. Et puis, pardon de revenir sur ce point, mais ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui est cette idée d'une approche plus singulière par rapport aux attentes de chacun, il faut être capable de mettre des ressources à disposition sur lesquelles, non pas qu'on délivre dans un flux auquel la temporalité, on la contraint, et donc en gros, il faut qu'un entrepreneur vienne prendre ce qu'on lui donne au moment où on lui donne. Il faut que l'entrepreneur puisse prendre la ressource au moment où il en a besoin, dans son rythme. Et ça, c'est des solutions qui ne sont pas évidentes, mais elles peuvent être asynchrones. C'est-à-dire qu'on va avoir des ressources qui sont à attraper en fonction des besoins, des attentes. Il faut juste informer ces jeunes entrepreneurs de qu'est-ce qu'il y a et en quoi ils peuvent s'en servir, et puis accompagner la pratique de ça et l'usage de ces ressources pour se focaliser en termes de temps à passer sur vraiment les parties qui sont impossibles à mettre en capsule. Et c'est vrai que là aussi, on a aussi des comités d'accompagnement, c'est aussi un de nos rôles en tant que pépite, et d'où le fait de travailler aussi sur des approches aussi de process qualité, c'est qu'on va avoir des mentors, des référents qualité, des experts. Donc, il y a une myriade de gens qui vont accompagner ces jeunes. Nous sommes, en fait, en tant que acteurs académiques, responsables du service in fine rendu à ces jeunes. Donc, il faut qu'on soit capable de piloter tous ces acteurs qui vont aller autour d'eux. Mais on sait qu'on ne peut pas passer outre le fait de coordonner une communauté d'accompagnement. Donc, c'est des complexités qui s'empilent. Mais qui montre qu'on va assez loin dans notre engagement également entrepreneurial. Et tu évoquais un point, pour conclure sur ton introduction, Karim. L'une des remarques des jeunes entrepreneurs, c'est qu'il faut que les pépites soient, allez, je le résume, mais peut-être
plus entrepreneuriaux eux-mêmes, mais ils le sont en fait, parce qu'on est en train d'inventer des métiers et on voit bien que les pôles et l'entrepreneuriat étudiant est en train d'amener un concept sur lequel qui a bien évolué heureusement, qu'on appelle l'université entrepreneuriale. C'est le fait que les établissements aujourd'hui soient capables de se voir comme des espaces d'initiative, de créativité, et pas pour marchandiser la connaissance. C'est pas ça. De loin, on est parti de ces conceptions-là. Et ça veut dire qu'on est en train, bien sûr, d'amener à avoir des comportements eux-mêmes entrepreneuriaux au sein de nos établissements. Les pépites sont un peu les préfigurateurs de ça. C'est un chemin. Je ne dis pas qu'on y est encore, hein, il y a du travail. Mais ça veut dire on doit inventer tous ces process, ces approches, ces nouvelles logiques de flexibilité. Donc voilà, c'est une aventure vraiment pour l'université à travers ces jeunes qui nous aident à nous transformer d'une certaine manière. Très bien, merci Alain. Naïla et Rania ensuite, oui. Alors, je vois le temps qui tourne, il est déjà 52, donc je vais prendre assez vite la parole. En effet, donc je souscris tout à fait à ce qui a été dit auparavant, et notamment, je voulais rebondir sur ce que disait Rani au sujet justement du profil de ces jeunes qui entreprennent. Et effectivement, ils ont bien changé, ils sont très informés, hein. On a toutes les ressources en ligne, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui permettent justement d'avoir au moins les fondamentaux. Et effectivement, les besoins sont très spécifiques. Et du coup, un des dispositifs, à mon sens, qui est assez intéressant et qui permet aussi de gérer les hauts et les bas voilà, de l'aventure entrepreneuriale du jeune, c'est le mentorat. Et donc, Alain, on a parlé tout à l'heure avec le vivier du mentorat. Ça permet effectivement de passer d'un accompagnement un peu standardisé à un accompagnement déjà plus à la carte, et aussi qui permettent de répondre à des questionnements ou à ce qui permet de suivre et d'accompagner voilà, le développement finalement et le profil, enfin la posture plutôt de l'entrepreneur étudiant. Donc ça, c'était l'un des premiers points. Je voulais revenir aussi sur la thématique des jobs de l'année dernière, qui était sur l'engagement, parce qu'on parlait des 30%, il y a les 70%. Et effectivement, voilà, l'un des leviers finalement, c'est de jouer sur l'engagement de ces étudiants, et ça passe aussi par toutes les formes d'entrepreneuriat. Et c'est pas effectivement la création d'activités uniquement, ils s'engagent aussi dans les associations, ils veulent être acteurs du changement. Donc il y a un rôle à jouer. Je sais qu'il y a des choses qui se passent dans les universités, notamment en échangeant avec Stéphane, hein, sur des projets justement de bottom-up, où voilà, et essayer de jouer sur l'engagement et faire qu'il soit acteur du changement. Et finalement, l'entrepreneuriat, quand on l'expérimente, c'est juste un alibi. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point que je voulais aborder également, et ensuite je passe la parole à Rani, c'était sur le lever les freins, notamment la question. Alors, j'ai une casquette entrepreneuriat féminin, et je pense qu'il y a aussi une action à mener pour un peu booster l'ambition, la confiance des jeunes filles dans le système éducatif, hein, et pas forcément que au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est d'ailleurs, il y a Aurélie, hein, l'observatoire qui travaille sur ces questions de l'entrepreneuriat féminin chez les étudiantes. Donc, et d'ailleurs, on soutient hein, les actions de certains pépites, notamment au Centre Val-de-Loire, sur le sujet, pour sensibiliser davantage les étudiantes à l'entrepreneuriat des femmes. Et puis, l'ultime dernier point, désolé, c'est les travaux dont a fait référence Alain sur CapCréa. Et on a beaucoup travaillé sur la clarification de l'offre. Et une des clés, à mon avis, c'est aussi effectivement d'essayer de structurer cet écosystème et structurer le passage de relais. On a travaillé sur justement les zones de génie. L'entrepreneuriat étudiant, c'est bien évidemment Pépite, et c'est un des acteurs majeurs, il l'a rappelé tout à l'heure Alain, du collectif CapCréa. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir voilà, vivre au sein de l'écosystème et passer le relais aux bons acteurs au bon moment. Donc voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci Naïla. Rani? Oui, très rapidement, je voulais juste rebondir sur cette notion voilà, de performance et d'indicateurs. Alors, là, je parle quand même au nom peut-être un petit peu de tout le réseau des VP, hein, qui est très précieux, hein, créé par Christophe Schmitt et aussi des directeurs de Pépites, parce que il y a un discours, je trouve, là. C'est vrai qu'Alain parle vraiment d'expérience de vie. Stéphane et l'acteur, vous avez tous parlé voilà, de transformation, d'épanouissement. Et quand on regarde les indicateurs aujourd'hui,
eh bien, on a un petit peu, on est même allé, en tout cas dans le réseau DVP, jusqu'à dire il y a des indicateurs qu'on subit et des indicateurs rêvés. Donc, c'est pour dire tout de même qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait quand même une évolution quelque part des indicateurs, parce qu'il n'y a rien sur justement cette voilà, temporalité, comme on avait dit dans la note stratégique DVP, la temporalité de l'épanouissement de l'étudiant qui arrive en tant qu'un étudiant et qui ressort lors de son départ de Pépite, qui est totalement transformé, tout ce qu'il a acquis. Pareil pour les anciens chercheurs, pareil pour les mentors, eux aussi ont évolué. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est dans les indicateurs, on retrouve peu, voilà, cette dimension, il n'y a presque rien sur l'étudiant, sur son épanouissement, etc. Et après, à l'heure des PUI, quand même, hein, des pôles universitaires d'innovation, encore une fois, on se dit, mais là, c'est tout nouveau, ça vient de tomber, est-ce que les indicateurs de performance vont être différents? Eh bien non, on retrouve encore une fois le nombre de créations de startups. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à changer aussi en termes d'évaluation de tout cet écosystème qui travaille pour les étudiants entrepreneurs. Donc, il y a un vrai débat, hein. C'était la dernière thématique, hein, donc elle a été lancée, hein, sur comment on mesure, hein, finalement la performance, hein. Donc, on est parti, hein, et c'était aussi peut-être normal, hein, d'indicateurs assez classiques, hein, sur la mesure de la performance des structures d'accompagnement. Et on voit qu'il y a vraiment un besoin d'adaptation et de repenser ces indicateurs et peut-être en collant davantage, hein, aux trajectoires, hein, des étudiants entrepreneurs, hein, ont été évoqués les sujets. On pourrait même aller jusqu'à la question de la santé entrepreneuriale, hein, qui est un sujet aussi important. Evan, justement, peut-être sur cette question des indicateurs, est-ce que vous avez des idées, des éléments de réflexion, hein? On a parlé d'approche un peu bottom-up, hein, donc c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue d'étudiants entrepreneurs sur ce sujet. Et effectivement, c'est une question assez pertinente. Si on prend l'entrepreneur de base, sans parler de son statut étudiant, c'est vrai qu'on a, on a une prévalence, on a beaucoup plus de chances. Un entrepreneur a plus de chances de tomber dans de l'épuisement professionnel, du burn-out, qu'une personne lambda, même si un certain pourcentage de la population est exposée à ça. Après, sur la partie justement étudiant-entrepreneur, c'est vrai que c'est souvent aussi quelque chose qui peut paraître vraiment très complexe pour un étudiant déjà qui a ses études, a ses examens, le stress qui est induit par ça, parfois en stage, en alternance, plus le projet entrepreneurial, euh, parfois on peut se rendre compte que au bout d'un moment, d'ailleurs, justement, ce qui est une data qui serait intéressante, justement, de suivre un peu cette évolution sur la santé des entrepreneurs, c'est de voir si il y a un lien, il y a un lien de corrélation entre le fait que certains étudiants abandonnent aussi leur projet entrepreneurial, puisque au bout d'un moment, on se dit, ben, moi en tout cas, de ce que j'ai de la petite expérience que j'ai en discutant avec certains étudiants entrepreneurs qui avaient parfois de très bons projets, en fait, ils décident même d'arrêter leur projet parce que par manque de temps, par la pression peut-être qui est trop importante entre tout ce qu'ils ont à faire. Euh, donc après, c'est aussi intéressant, oui, d'évaluer ça, de regarder un peu de plus près. En tout cas, avant, on parlait justement des indicateurs de performance. Regardez effectivement si déjà on n'a pas des étudiants qui sont forcément à risque, mais aussi regarder si cette data-là peut être intéressante pour vos analyses, par exemple. Ouais. D'accord, très bien, merci. Alors, on va lancer un peu la discussion. Christophe Schmitt, hein, nous a rejoint. Je vais essayer voilà, de pouvoir activer. Je ne sais pas si Christophe, hein, tu nous entends, tu souhaitais, hein, pouvoir intervenir. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres points? Alors, je vais en profiter, hein, pour certes. Alors, il n'y a pas eu finalement, hein, énormément, hein, de réactions dans le chat, hein, étaient évoquées par exemple sur les techniques, hein, sur les méthodes.
il y a une question hein, sur la notion de Learning Lab. Est-ce que ça peut être finalement des dispositifs qu'on peut valoriser? Est-ce que vous avez des points de réponse sur cette question? Bah, oui, moi, je peux dire vraiment très rapidement hein, qu'effectivement, à l'université, il y a par exemple un laboratoire d'économie expérimentale qui s'appelle le CocoLab, parce que comportemental, pardon. Et donc, oui, ça permet effectivement d'utiliser ces Learning Lab, mais aussi un Living Lab d'ailleurs à l'hôpital à Nice pour tester auprès de patients et les étudiants entrepreneurs ont accès effectivement à ces dispositifs. Mais là, c'est pas, c'est un seul, ouais, c'est une modalité effectivement pour connecter étudiants entrepreneurs et recherche qui est intéressante, mais c'est plus sous forme d'outils, voilà, peut-être un petit peu moins des connaissances directement du chercheur. D'accord. Très bien. Alors, je regarde si il y a d'autres points d'interrogation. Donc, je lis en direct, hein, problématique. Hein, donc, question de Stéphanie Morales. Crédibilité des étudiants en vue de leur jeunesse, manque d'expérience. Je pose la question car je connais un entrepreneur étudiant qui a eu beaucoup de mal à défendre hein, son projet, a perdu du temps et énergie pour prouver sa crédibilité auprès des structures d'accompagnement, investisseurs potentiels. Alors, est-ce que c'est encore, parce qu'on pourrait se dire finalement, après 10 ans aussi de sensibilisation quelque part hein, de l'écosystème entrepreneurial, des interactions peut-être plus grandes entre les pépites et les acteurs de l'accompagnement, est-ce que pour vous, c'est encore un sujet? Après, on peut le voir à travers hein, votre expérience, Evan, et je ne sais pas si Alain, Stéphane, hein, vous avez un regard par rapport à... Oui. Je vais peut-être commencer, puisque c'est quelque chose que je vois assez régulièrement et sur lequel bon, on a travaillé, on a mené des projets de recherche dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, un étudiant qu'on va envoyer dans l'écosystème, effectivement, il a la jeunesse, il a le manque d'expérience et d'une certaine manière une faible légitimité à entreprendre dans un écosystème qu'il attend pas forcément. Maintenant, l'écosystème est bienveillant, mais il y a quand même un minimum de préparation à avoir avant d'aller intervenir auprès des professionnels. C'est ce que j'appelais les prérequis tout à l'heure. Donc, ce minimum, c'est des choses relativement basiques, mais en fait, il faut commencer à se comporter comme un entrepreneur pour pouvoir discuter avec eux. Ça passe par de la préparation, alors non pas du pitch, mais en tout cas la préparation de l'entretien. On n'y va pas comme sous un format étudiant, on y va en tant qu'entrepreneur, donc avec un objectif en tête, avec un déroulé en tête. Tout ça, ça peut se préparer. Il y a des dispositifs qui existent. Et oui, effectivement, là, on tombe, je suis en train de relire la question, mais on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, sur des étudiants qui vont aller se casser les dents dans l'écosystème et revenir en disant soit je suis nul, soit mon projet est nul. Non, en fait, c'est très souvent une question de présentation. Et une fois qu'on a réussi à passer ces prérequis, là, la relation n'est plus la même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les professionnels sont vraiment bienveillants. Ça fait longtemps que je l'observe et prennent souvent voilà, des dispositions de mentorat. Ce qui suppose que avant d'aller dans l'écosystème, l'accompagnement commence déjà là. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, je parlais de donner envie et ensuite de monter les projets, mais voilà, il y a des choses qui se préparent en classe ou en incubateur avant d'aller dehors. D'accord, très bien, merci. Alain? Oui, ce que dit Stéphane est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre intégration dans les écosystèmes, on a fait un gros travail pour avoir des complices, si je peux me permettre, c'est-à-dire ce sont des acteurs de l'écosystème qui connaissent en fait les particularités des étudiants entrepreneurs, qui n'ont pas cette espèce de jugement un peu binaire. Et souvent, on a eu ce problème de bien comprendre cette démarche de jeunes qui sont en train de devenir entrepreneurs, en train de développer un projet. Parce qu'en fait, tout le monde a oublié qu'il y a bien qu'à un moment donné où ça émerge. Tout le monde veut absolument évaluer des projets léchés, finis et aseptisés, en fait.
Non, non, nous, on est là, nous, on est dans l'émergence, donc on fait venir ces complices avec nous pour créer des conditions du réel pour une audition, pour une évaluation de financière, etc. Ce qui permet, entre guillemets, pardon, le mot n'est pas très joli, mais c'est ce qui me vient, d'aguerrir un peu nos entrepreneurs à ce type de relation, d'en avoir les codes, et ensuite de pouvoir, en sortant dans, je dirais, dans le monde extérieur, avoir moins ce décalage. Donc, par contre, comme tu disais, ça fait des années que cette question-là, elle est en tête, mais à chaque fois, nous, les étudiants, ils sont nouveaux. Donc, à chaque fois, on recommence. Bien sûr, on s'y prend mieux, j'imagine, qu'il y a quelques années, parce qu'on a un peu plus de bouteilles, plus de process, mais ça reste néanmoins toujours un travail qu'on doit refaire, recommencer. Et néanmoins, et ça, tous ceux d'entre nous enfin, qui partageons ces expériences, on entend quand même de l'écosystème tous les ans nous dire ah, cette année, c'est encore plus carré et encore plus pro que l'année précédente. On sent bien que globalement, ils sentent que la moyenne monte. Donc, je ne peux pas dire qu'à chaque fois, il n'y a pas un étudiant qui va malheureusement se confronter un peu difficilement à certains acteurs. Mais comme le dit Stéphane, il y a une bienveillance et une vraie curiosité en fait de l'écosystème par rapport à nos jeunes. Donc, bien sûr, il y a des bémols par rapport à leur niveau de préparation, mais une fraîcheur ou une approche alternative qui est assez intéressante pour eux parce que ça sort un peu des codes. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on amène vraiment, c'est en fait de désaseptiser, de standardiser en fait les approches. Donc, il ne faut pas non plus qu'on les surprépare à avoir des discours trop standards en fait. Par rapport à ce que vous voudrez entendre de manière un peu conforme. Donc attention à ne pas être dans le conformisme, il ne faut pas qu'on y soit, hein, clairement, mais on est vraiment dans ce travail de préparation avec un barycentre de qualité qui monte, me semble-t-il, de ce que j'entends des acteurs, à moins qu'ils nous disent pour nous faire plaisir, mais depuis le temps qu'ils le disent, je pense qu'ils se seraient lassés. Donc je pense que vraiment, il y a quelque chose qui se passe en termes de montée en puissance. Et si je peux me permettre, Karim, je pense que j'ai l'impression que c'est pas qu'un sujet de jeunes pour les jeunes en fait. C'est la préparation, le pitch, etc. C'est pas qu'un sujet étudiant-entrepreneur, c'est un sujet de l'entrepreneur en général. Et on le voit sur d'autres typologies de profils d'entrepreneurs en fait. Et la bienveillance, peut-être que tous les étudiants ne connaissent pas Pépite. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, un grand nombre de réseaux de l'écosystème ont la connaissance de Pépite et c'est voilà ce que fait Pépite et c'est aussi un moyen de continuer à accompagner de nouveaux porteurs de projets, de créateurs d'entreprises. Donc, il y a de la bienveillance, bien entendu. Et je confirme le niveau des étudiants entrepreneurs. Et moi, je participe chaque année au prix Pépite. Je vois chaque année que le niveau augmente. Voilà, c'est vraiment des projets de très haute qualité. Très bien. Dans le chat, on avait une question sur la digitalisation en lien avec l'accompagnement. Est-ce que quelque part, hein, la digitalisation contribue aussi hein, à la transformation? Alors, est-ce qu'il y a des recherches hein, qui portent sur ces sujets? Et finalement, ça a été un peu posé hein, à travers la dimension asynchrone de l'accompagnement. Mais est-ce qu'il faut aller vers ces outils? Est-ce que ça vous paraît être voilà, une voie de développement nécessaire? Si je puis me permettre, il faut mettre ces éléments-là à leur place. Les outils, c'est une forme de commodité. Évidemment, la pandémie nous a fait un coup d'accélérateur comme à beaucoup. Aujourd'hui, pas mal de séminaires sont disponibles en ligne. On a un partenariat avec France Université Numérique pour avoir une trentaine de séminaires à disposition de tous les étudiants entrepreneurs du D2E. Enfin, on a pas mal de choses. On a un beau catalogue aujourd'hui. Maintenant, il faut avoir le mode d'emploi. Et puis, un entrepreneur, c'est un acteur social. Et puis, on sait très bien que la transmission, elle est socialisée. Donc, bien sûr, dans la digitalisation, on peut aussi avoir l'accompagnement à distance, comme là, nous, on se parle à distance, ce qui n'est pas inintéressant. Mais quand même, in fine, il y a quand même besoin de ce partage d'une communauté. Donc voilà, chaque chose à sa place, il ne faut pas nacher l'ensemble. C'est vraiment très précieux en termes d'industrialisation, d'une certaine manière, pour permettre voilà, d'avoir des accès à des ressources qui sont importantes. Mais il faut avoir aujourd'hui, plus on a de ressources, plus il faut avoir des guides pour les utiliser, il faut avoir des modes d'emploi. Donc ça en rajoute des couches en fait. Attention à ne pas sur-outiller ou à sur-abreuver de ressources. Mais vraiment, hein, la digitalisation a été très importante pour nous. Il y a un point fondamental aussi, c'est que on sait que dans cette digitalisation, il s'est joué une sorte de démocratisation aussi, parce que nous, on veut aussi pouvoir toucher des jeunes qui ne sont pas forcément toujours
proche des lieux d'intervention. On a aujourd'hui une problématique à avoir en tête, c'est qu'on a bien travaillé nos métropoles et en gros, on est sur les cités les plus vascularisées, on dira. Mhm. Mais quand on va dans les territoires un peu plus distants, voire ruraux, il faut qu'on soit capable d'intervenir. Donc, un des travaux qu'on fait là avec les campus des pépites, c'est-à-dire les pépites qui sont une grosse trentaine en France, ont aussi des territoires qu'ils occupent avec des campus qui leur sont complémentaires, donc ce sont des relais. Donc, ce qui peut rajouter à peu près 80, ça fait à peu près 80 sites. Il faut qu'on soit présent dans ces sites et puis qu'on soit accessible pour des jeunes qui sont dans des territoires ruraux. Donc, la digitalisation est aussi un moyen de permettre de transmettre des essentiels et puis ensuite de nous projeter en tant qu'équipe. Mais là, encore une fois, ça renvoie aux moyens qu'on évoquait tout à l'heure avec Stéphane et Rani. Il faut qu'on trouve une organisation avec les activités des collectivités territoriales doivent aussi nous aider. Les réseaux de dirigeants qui sont dans ces territoires, qui sont très engagés avec ces territoires vivent. Donc la digitalisation, elle est aussi une forme de démocratie, mais qui est un moyen d'aller activer des ressources humaines, d'intervention, pas à la place. C'est en effet de levier, si tu veux, mais vraiment pas à la place. D'accord, très bien, merci. Autre question de Stéphanie Hainaut. Comment les pépites s'emparent-ils du rapport Aurélie sur le terrain? Alors, est-ce que vous avez des éléments de réponse, peut-être contextualisés pour l'ensemble des participants? Qu'est-ce qui se cache derrière ce rapport et comment les acteurs aujourd'hui se l'approprient? Je sais pas qui souhaite apporter des éléments de réponse. Alors, je ne vois pas intervenir à chaque fois. Stéphane, tu veux intervenir ou... Non, ma réponse serait biaisée, je connais très bien Stéphanie. Moi aussi, je la connais bien. On est tous biaisés, en fait, je connais tous. Donc, Alors, peut-être non, pour en donner fait, des Aurélie grandes est lignes du rapport, oui. est un collectif de chercheurs, de chercheuses, en fait, en l'occurrence, qui se sont regroupés près des réseaux des pépites pour réfléchir à la question de l'entrepreneuriat féminin. Alors, sur un chiffre qui n'est qu'un chiffre, sur les détenteurs du statut national, elles étaient que 20% de la population au lancement des pépites. Elles sont passées par 33% en 2019, on arrive à 38%, mais ça plafonne. Donc, il y a des phénomènes multiples qu'on pourrait avoir, et notamment le fait qu'on a une surreprésentation dans les pôles en étudiants entrepreneurs des formations ingénieurs, par exemple, qui ne sont pas les plus féminisées des formations. La bande de sujets qu'on doit travailler pour élargir les spectres, etc. Mais il y a également un certain nombre de freins et d'autocensure. Et donc, elle mène une enquête à voir leur représentation et comprendre ce qu'on a pu constater dans une étude qui a été menée par l'équipe aussi de recherche qui a fait l'étude d'impact des pépites récemment. On a vu que si on avait plutôt une assez bonne proportion de femmes, en fait, dans toutes les questions de sensibilisation et d'initiation, on a beaucoup moins de femmes qui viennent, comme on l'a dit, au statut, donc 38%. Par contre, une fois qu'elles sont au statut, le taux de transformation en entreprise est assez similaire. Donc, on voit bien qu'on a une espèce de trou d'air, là, en fait, sur le fait de venir porter le projet et de passer un acte entrepreneurial. Et ensuite, une fois qu'elles sont parties dans cet univers-là, elles transforment autant que les autres. Donc, on a ces questions qui nous intriguent. On a besoin de chercheurs et donc on essaie de se nourrir de ça. Et puis, j'ai demandé à notre marraine du prix Pépite cette année de bien vouloir travailler avec nous parce qu'elle est très engagée sur la question de l'entrepreneuriat féminin, de réfléchir avec la communauté des alumni sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour les jeunes femmes entrepreneurs. Alors, on va essayer de multiplier les actions, les réflexions, mais vraiment pour que les choses bougent, il faut que ce soit systémique. Nous, on va faire un maximum de choses, mais il faut que ça bouge un peu partout dans la société pour faire en sorte qu'on retrouve davantage de femmes entrepreneurs dans tous les spectres de l'entrepreneuriat avec nous. Très bien, merci Alain. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie pour avoir partagé finalement une expertise sur un sujet en pleine transformation, en pleine évolution. On voit que si on fait finalement le bilan permet de voir la lame de fond qui a été cette transformation finalement du monde de l'université, des points très positifs avec, si on reprend des mots-clés, une université qui est devenue elle-même entrepreneuriale et qui a une capacité à se repenser, à se transformer dans ses pratiques. On voit qu'il y a bien évidemment encore des chantiers, et c'est nécessaire, dans une logique aussi d'amélioration continue. L'entrepreneuriat féminin, et ça a été l'une des dernières thématiques qu'on a évoquées, mais on voit effectivement que les connexions qui ont été mises en place, la professionnalisation,
devrait permettre de relever ces défis. Donc, merci infiniment pour vos témoignages. Et donc, ce webinaire sera mis en ligne dans les prochains jours pour que d'autres acteurs de l'accompagnement puissent aussi bénéficier de la qualité de ces échanges. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci Karim. Merci à toi, Karim. Très bien, merci. Merci, Karim. Donc, on arrive au terme. Donc, c'était dense. C'est vrai que c'est un sujet, je pense qu'une autre heure aurait permis aussi d'aller encore plus en profondeur, mais je pense que c'était intéressant de pouvoir faire ce bilan et de voir un peu des pistes. L'objectif, c'était aussi pour toi, Alain, d'avoir peut-être aussi des pistes de réflexion. J'espère que ça remplit aussi cet objectif. Oui, mais écoute, j'espère qu'on se parle suffisamment dans le réseau pour que les remarques que fait Rani, Stéphane sur les indicateurs notamment, on sait bien que ces indicateurs sont des questions fondamentales pour asseoir la légitimité. C'est une question que tu connais bien, Karim, Oui. non pas simplement auprès des étudiants, mais auprès des institutions qui financent et qui aident à financer. Donc, il faut quand même qu'on montre tout ça. Il y a quand même quelques indicateurs quantitatifs de base qu'il faut quand même toujours avoir à l'esprit et qu'il faut toujours pouvoir produire. Mais il y a évidemment des indicateurs maintenant augmentés, ou en tout cas qualitatifs, qui renvoient davantage à la singularité de notre métier, notre mission, qui n'est pas la création d'entreprise, même si l'entrepreneuriat est très connecté à cette question. Elle ne peut pas se réduire à ça. Et ça, c'est le biais de la réduire et d'avoir, en général, y compris dans les médias, des questions qui sont uniquement focalisées là-dessus. Bien sûr, un média est un média, mais nous, on est des chercheurs, on a besoin aussi de montrer qu'on fait autre chose que ça. Et donc, il faut qu'on puisse, par contre, l'outiller. Et par contre, ça veut dire aussi que, et ça pour Rani et Stéphane, c'est un gros sujet, c'est la discipline qui ferait que des étudiants entrepreneurs en cours d'accompagnement soient capables de renseigner leurs états d'âme, leur situation. Et je ne sais pas si, Evan, si au fil de l'année, si vous aviez eu des questions, peut-être que vous l'auriez fait, vous êtes particulièrement engagé, mais je ne suis pas certain qu'on ait toujours la même. Voilà, c'est un gros boulot de relance, d'avoir suffisamment de répondants. Et tous ceux qui font des études auprès des étudiants entrepreneurs savent que ce n'est pas toujours simple d'avoir vos avis, vos retours, vous êtes hyper sollicités. Donc voilà, il faut qu'on trouve des manières, bien sûr, on souhaite avoir des indicateurs plus quali, il faut avoir des manières de les attraper et sans non plus déranger sans arrêt les entrepreneurs, comme ça, des animaux de laboratoire qu'on est en train d'observer pendant qu'ils travaillent dans leur coworking. Non, mais c'est un vrai sujet. Oui, c'est vrai. Ces remontées-là, c'est pas si simple que ça. Très bien, merci pour Merci en tout cas pour ton travail, Karim, et pour le temps. Et donc, on Merci aura à toi. l'occasion sans doute d'échanger dans d'autres contextes. Donc, au plaisir de vous revoir et je vous renouvelle mes meilleurs voeux aux pépites pour cette année 2024. Qui est Merci à toi. Très bien, merci. À bientôt. Meilleurs vœux à tes projets. Merci. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Salut.